Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 inscrit à son ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Monsieur Philippe Lazzarini. Monsieur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, il y a 9 jours, le cessez-le-feu qui s'est longuement fait attendre à Gaza a commencé. Nous nous réjouissons du retour des otages israéliens et des Palestiniens détenus au sein de leurs familles. Nous sommes encouragés par l'accroissement des volumes d'aide humanitaire acheminée par l'amélioration des conditions opérationnelles. Nous espérons que le cessez-le-feu à Gaza tiendra et que l'indicible souffrance à Gaza pourra être atténuée. L'UNRWA est la plus grande présence des Nations Unies à Gaza, avec quelques 13 000 collaborateurs et 300 locaux. L'Office joue un rôle critique à l'heure d'appuyer une population dévastée et le cessez-le-feu. Et pourtant, dans 2 jours, nos opérations sur le territoire palestinien occupé pourraient être paralysées, alors que la législation adoptée par la Knesset israélienne pourrait prendre effet. Ce qui est en jeu, c'est le sort de millions de Palestiniens, c'est le cessez-le-feu, et c'est la perspective d'une solution politique qui pourrait être source d'une paix et d'une sécurité pérenne. Monsieur le Président, au lendemain du cessez-le-feu, nous devons faire face à la dévastation causée ces 15 derniers mois et à l'énormité des défis qui nous attendent. Une étude des décès causés par des lésions traumatiques à Gaza ayant fait l'objet d'un examen collégial relève que les chiffres présentés par le ministère de la Santé sur la mortalité sont tout du moins des estimations. 46 000 morts serait probablement une estimation d'au moins 40%. L'étude confirme également que la majorité des tués sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ceux qui ont échappé à la mort du fait des bombardements, de la famine ou des maladies sont aujourd'hui traumatisés. Des dizaines de milliers de personnes retournent aujourd'hui dans le nord dévasté afin de chercher des vivants et enterrer les morts. Sur l'ensemble de la bande de Gaza, les Palestiniens se tournent vers l'UNRWA, un office qu'ils ont connu toute leur vie, pour obtenir une aide. Restreindre nos opérations aujourd'hui, en l'absence d'un processus politique et alors que la confiance de la communauté internationale est si faible, ne ferait que saper le cessez-le-feu. Cela pourrait saper le relèvement et la transition politique à Gaza. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, une pleine mise en œuvre de la législation adoptée par la Knesset serait catastrophique. À Gaza, saper les opérations de l'UNRWA pourrait compromettre les interventions humanitaires internationales. Cela pourrait également entraver les capacités des Nations Unies alors même que l'assistance, que l'aide humanitaire doit être considérablement accrue. Cela ne ferait qu'exacerber les conditions de vie au demeurant catastrophiques que connaissent des millions de Palestiniens. Le gouvernement israélien affirme que les services fournis par l'UNRWA pourraient être transférés à d'autres entités. Mais en réalité, le mandat de l'Office, qui vise à fournir des services similaires à des services publics à toute une population, est unique. Notre capacité à fournir directement des soins de santé primaires à des millions de Palestiniens et à veiller à la reprise de l'éducation pour des centaines de milliers d'enfants est bien plus grande que celle dont toute entité pourrait jouir. Ces services ne peuvent être transférés qu'à un État fonctionnel. Le gouvernement israélien affirme que l'UNRWA ne joue qu'un rôle négligeable à l'heure de fournir une aide humanitaire à Gaza. En réalité, l'UNRWA représente la moitié des interventions d'urgence, alors que toutes les autres entités représentent l'autre moitié des interventions d'urgence. Depuis octobre 2023, nous avons fourni 2/3 de l'ensemble de l'aide humanitaire. Nous avons fourni un abri à plus d'1 million de personnes déplacées et avons pu vacciner 250 000 enfants contre la polio. Depuis le début du cessez-le-feu, l'UNRWA a acheminé quelques 60% des denrées entrant à Gaza, des denrées qui ont pu être fournies à plus de 500 000 personnes. Nous procédons à plus de 17 000 consultations médicales chaque jour. Un aspect moins quantifiable mais critique pour les interventions humanitaires et le cessez-le-feu, c'est l'acceptation des communautés. Les Palestiniens connaissent l'UNRWA, lui font confiance.
Pour les Palestiniens, l'UNRWA, ce sont les médecins et les infirmiers et infirmières qui fournissent des soins. Ce sont les travailleurs de l'humanitaire qui distribuent des denrées. Ce sont les mécaniciens et les ingénieurs qui construisent et réparent des puits pour disposer d'eau potable. La présence de l'Office est source de stabilité avec en toile de fond une grande incertitude. En Cisjordanie occupée, où la violence connaît une recrudescence, mettre un terme aux opérations de l'UNRWA priverait les réfugiés palestiniens d'éducation et de soins de santé. L'autorité palestinienne a dit clairement qu'elle ne dispose pas des ressources financières ou des capacités nécessaires pour faire face à l'interruption des services fournis par l'UNRWA. À Jérusalem-Est occupée, le gouvernement israélien a ordonné à l'UNRWA d'évacuer ses locaux et de cesser ses opérations d'ici jeudi. Cela pourrait avoir une incidence sur quelques 70 000 patients et sur plus de 1 000 étudiants. Le maire adjoint a demandé à ce que l'expulsion de l'UNRWA de Jérusalem-Est soit célébrée face au siège de l'UNRWA en Cisjordanie, dans le quartier de Sheikh Jarrah. C'est sur ces terres que les autorités locales prévoient de bâtir des colonies illégales. Les attaques incessantes contre l'UNRWA nuisent aux vies et à l'avenir des Palestiniens sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. Ces attaques sapent la confiance dans la communauté internationale et ces attaques mettent en péril toute perspective de paix et de sécurité. Monsieur le Président, la législation adoptée par la Knesset contrevient aux résolutions adoptées par le Conseil et par l'Assemblée générale. Ces législations vont à l'encontre des arrêts rendus par la CIJ. Cette législation méprise le fait que l'UNRWA est un mécanisme établi par l'Assemblée générale pour fournir une aide aux réfugiés de Palestine en attendant que la question de Palestine ne trouve réponse. Mettre en œuvre cette législation, ce serait se moquer du droit international et imposer des restrictions colossales aux opérations de l'UNRWA. Nous sommes toutefois déterminés à rester présents et agir jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le faire. Cela n'est toutefois pas dénué de risques pour nos collègues palestiniens qui connaissent un environnement opérationnel grandement hostile, un environnement alimenté notamment par des campagnes de désinformation qui font rage. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, le gouvernement israélien a investi des ressources considérables afin de dépeindre l'Office comme une organisation terroriste et pour présenter nos collaborateurs comme des terroristes ou des sympathisants du terrorisme. Des panneaux publicitaires et des annonces accusant l'UNRWA de terrorisme ont récemment fait leur apparition dans de grandes villes aux quatre coins du monde. Ils ont été financés par le ministère israélien des Affaires étrangères. Des campagnes publicitaires Google redirigent ceux qui cherchent des aspirations sur l'UNRWA vers des sites emplis de désinformation. L'absurdité de la propagande anti-UNRWA ne réduit en rien la menace que ces campagnes représentent pour notre personnel, en particulier en Cisjordanie occupée et à Gaza, où 273 de nos collègues ont perdu la vie. Ces campagnes établissent un précédent de gouvernement qui accuse une entité des Nations Unies de terrorisme en tant que prétexte pour violer les droits humains. Ces faits établissent également un précédent qui veut que l'aide humanitaire et la protection soient pénalisées. Cette année, les efforts de propagande emmenés par le ministère israélien des Affaires étrangères se sont vus allouer 150 millions de dollars supplémentaires. Les attaques politiques contre l'Office sont motivées par la volonté de priver les Palestiniens de leur statut de réfugiés, modifiant ainsi de manière unilatérale les paramètres établis de longue date d'une solution politique. L'objectif est de priver les réfugiés palestiniens de leur droit à l'autodétermination et d'effacer leur histoire et leur identité. Mais soyons clairs, les droits des réfugiés palestiniens en matière de protection et d'aide ne découlent pas du mandat de l'UNRWA. Ces droits existent indépendamment de l'Office. Et si l'UNRWA cesse de protéger et d'aider les réfugiés palestiniens, leurs droits non seulement persisteront, mais l'accent sera mis plus avant sur le droit du retour ou sur le droit à la relocation, des droits pour lesquels l'UNRWA n'a pas mandat. Monsieur le Président, le cessez-le-feu à Gaza doit être suivi d'une transition politique qui permette de
mener à bien de manière ordonnée le mandat confié à l'UNRWA. Ce cessez-le-feu doit également permettre de veiller au transfert des services similaires à des services publics fournis par l'UNRWA à des institutions palestiniennes prêtes à agir et à même de le faire. C'est la voie sur laquelle s'est aujourd'hui engouffrée l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution des deux États emmenée par l'Arabie saoudite, l'Union européenne et la Ligue des États arabes. Seule une solution politique de cette nature pourra garantir la protection et le bien-être des réfugiés palestiniens, ainsi que la paix et la sécurité dans la région et au-delà. Un choix clair s'offre à nous. Soit nous pouvons permettre à l'UNRWA d'imploser du fait des législations adoptées par la Knesset et du fait de la suspension du financement fourni par les plus grands bailleurs de fonds. Les répercussions de cette implosion ne seraient pas limitées aux frontières nationales et ne feraient que déstabiliser plus avant la région. Soit nous pouvons permettre à l'Office de progressivement mener à bien son mandat dans le cadre d'un processus politique. L'UNRWA a toujours eu vocation d'être temporaire. Une solution politique juste et durable permettrait à l'Office de transmettre ses services et ses ressources humaines à une administration palestinienne. L'UNRWA a beaucoup à offrir pour appuyer une solution politique. L'Office est l'acteur qui fournit la majorité des soins de santé primaires à Gaza et fournit également nombre de services de santé primaire en Cisjordanie. Nos services de santé et notre expertise sanitaire font partie intégrante des efforts visant à édifier un système sanitaire national robuste. L'UNRWA a un rôle critique à jouer en matière d'éducation. À Gaza, aujourd'hui, 650 000 garçons et filles vivent dans des décombres et n'apprennent rien d'autre que comment survivre. Ils ont déjà perdu plus de 2 ans d'enseignement. En l'absence d'un État en part entière, seul l'UNRWA a la capacité de permettre à ses enfants de retourner sur les bancs de l'école. L'enthousiasme est tel à Gaza pour la reprise de l'éducation que plus de 260 000 enfants, dont une moitié de filles, se sont inscrits à nos plateformes d'apprentissage en ligne ce mois-ci. Si nous ne parvenons pas à veiller à la reprise de l'éducation à Gaza et à préserver l'éducation en Cisjordanie occupée, nous sacrifierions une génération entière d'enfants palestiniens. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, la menace que représentent les efforts politiques déployés afin de démanteler l'UNRWA est exacerbée par des défis financiers, et ce alors que les grands bailleurs de fonds décident d'interrompre ou de réduire leur contribution à l'Office. J'appelle à une augmentation urgente du soutien financier apporté à l'UNRWA. J'appelle également au décaissement rapide des fonds alloués et à un examen du financement actuellement interrompu. Je saisis également cette occasion afin d'insister sur l'engagement de longue date de l'Office en faveur de la neutralité. Une présentation détaillée réalisée lors d'une réunion de la commission consultative de l'UNRWA en novembre dernier montrait clairement que notre plan d'action de haut niveau pour mettre en œuvre les recommandations découlant du rapport de l'UNRWA était en bonne voie. Nous continuerons également de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'enquêter sur des allégations crédibles formulées à l'encontre de l'Office et de son personnel. Monsieur le Président, appliquer la législation de la Knesset pourrait exacerber l'instabilité et le désespoir sur le territoire palestinien à un moment charnière. Je sollicite vos interventions déterminées pour appuyer la paix et la stabilité sur le territoire palestinien occupé et dans la région de manière plus large. Tout d'abord, je vous appelle à faire obstacle à la mise en œuvre de la législation adoptée par la Knesset. Le personnel et les services de l'UNRWA font partie intégrante du succès du cessez-le-feu. Deuxièmement, insister sur une réelle solution politique permettant de délimiter le rôle de l'UNRWA en tant que fournisseur de services d'éducation et de santé. L'Office joue un rôle essentiel pour veiller à ce que la transition politique soit viable. Enfin, veiller à ce qu'une crise financière n'interrompe pas de manière abrupte le travail vital réalisé par l'UNRWA. L'Office ne saurait continuer de fonctionner face à ces défis incroyable sans ressources adéquates. En guise de conclusion, je souhaiterais vous faire part d'un message que m'a transmis un jeune à Gaza la semaine dernière. Un message qui nous rappelle la lourde responsabilité que nous endossons. Je cite. « Je vous écris depuis les décombres d'un foyer qui était auparavant un lieu de chaleur et de vie. Aujourd'hui, je passe mes journées à chercher les biens les plus fondamentaux, tels que de la farine pour nourrir ma famille.
Ce qui me désespère profondément, c'est mon impuissance face à mes enfants. Leurs yeux innocents cherchent une sécurité que je ne peux fournir et des réponses que je n'ai pas. Autour de nous, les personnes âgées attendent en silence, le cœur lourd après des décennies de pertes et de souffrances. Et me voilà. Je meurs des milliers de fois chaque jour alors que je pense à tout ce que je ne peux pas faire pour eux. Fin de citation. Contrairement à l'auteur de ce message, nous sommes en mesure de faire quelque chose. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de votre action déterminée et de votre rôle moteur. Je vous remercie. Je remercie M. Lazzarini de son exposé. Je donne maintenant la parole à M. Jan Egeland. Monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité. Je m'adresse à vous en tant qu'ami de longue date d'Israël et de la Palestine. Et en tant que personne qui n'a eu de cesse de dénoncer les atrocités et les crimes de guerre commis par toutes les parties, y compris lors du 7 octobre à Israël et à son encontre. Et comme vous le savez, j'ai emmené la facilitation norvégienne des accords d'Oslo en 1993 et j'ai travaillé depuis au processus de paix entre Israël et la Palestine. J'ai travaillé avec nombre de dirigeants israéliens et palestiniens à l'époque. Permettez-moi tout d'abord de répéter ce que ne cessent de dire les organisations humanitaires européennes, américaines et autres à Gaza. Et ce, depuis que des bailleurs de fonds ont interrompu leur financement à l'UNRWA. L'UNRWA joue un rôle unique et ne saurait être remplacé par aucune autre organisation humanitaire présente sur le terrain. Nous dépendons toutes et tous des capacités logistiques de l'UNRWA. Nous fonctionnons dans les écoles de l'UNRWA et les personnes que nous appuyons se rendent dans des hôpitaux de l'UNRWA. Et comme Philippe Lazzarini vient de le dire, l'organisation a été et demeure responsable d'opérations de secours colossales, et ce alors que les besoins sont au plus haut pour les civils palestiniens à Gaza. Bien évidemment, des recommandations importantes figurent dans le rapport Colonna. Ces recommandations doivent être mises en œuvre par l'Office, ce qu'il fait d'ailleurs. Mais vous devez bien le comprendre, nous ne saurions nous passer de l'UNRWA, et c'est en particulier le cas des Palestiniens. Compte tenu des rapports de mes collègues et des visites que j'ai réalisées ces 2 derniers mois, je peux vous faire part de faits purs et durs concernant la réalité sur le terrain. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a enfin permis à des otages et à des détenus de retrouver leur famille. Ce cessez-le-feu a également permis d'interrompre, ne serait-ce que temporairement, les hostilités à Gaza, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, nous avons enfin pu voir des dizaines de milliers de Palestiniens retrouver leur foyer dans le nord de Gaza. Mais lorsque je me suis rendu à Gaza en décembre, j'ai été choqué par la destruction que ces personnes retrouveront dans le nord lors de leur retour. Ce sera une course contre la montre pour offrir aux familles les abris d'urgence, les denrées alimentaires et les secours nécessaires pour la reconstruction et la réhabilitation de l'infrastructure civile, pour rétablir l'infrastructure électrique, l'infrastructure hydrique sur l'ensemble de Gaza, mais en particulier dans le nord. Nous devons également veiller à ce que la population puisse librement circuler du nord au sud et du sud au nord, à l'avenir également. Plus de 46 000 personnes ont été tuées. Des milliers de personnes restent disparues sous les décombres.
La moitié de ces personnes seraient des femmes, des enfants ou de manière générale des innocents. Plus de 1000 travailleurs de la santé ont péri, en sus de plus de 350 travailleurs de l'humanitaire. La vaste majorité de ces personnes étaient des collègues de l'UNRWA. Et le Conseil de sécurité doit bien le comprendre. 66% de toutes les structures à Gaza ont été endommagées ou détruites, à en croire le propre centre d'analyse par satellite des Nations Unies et à en croire ces images satellites de très haute résolution. 80% des installations commerciales ont été endommagées ou détruites, ainsi que 68% du réseau routier. Et rappelons que 87% des bâtiments résidentiels ont été endommagés ou détruits à Gaza depuis le début de l'assaut israélien. Lorsque je me suis rendu à Gaza en décembre, j'ai traversé des heures durant la bande de Gaza en voiture et je n'ai vu que destruction et dévastation. Je ne pouvais croire que Gaza, Khan Younis, était tout simplement réduit en décombres. Cela me rappelait les villes dévastées lors de la guerre civile en Syrie. Nous avons également vu la population assiégée, affamée. J'ai pu rencontrer des représentants syriens qui ont à l'unanimité condamné les violations du droit international et du droit international humanitaire. Selon nos estimations, 1,9 million de personnes auraient besoin de biens de première nécessité, d'un abri et d'une aide humanitaire. L'évaluation des dégâts publiée par l'ONU ce mois-ci montrait qu'il faudrait évacuer quelques 15 000 tonnes de décombres après ces bombardements. Cela pourrait prendre 21 ans et coûter 1,2 milliard de dollars. Pendant 20 ans, les enfants ne pourront jouer nulle part à cause des décombres et à cause des débris causés par la guerre, ainsi qu'à cause des engins non explosés. Les principes de proportionnalité, de distinction et de nécessité militaire consacrés par le droit international humanitaire ont été violés de manière flagrante. C'est dans ce contexte que les organisations humanitaires sur le terrain tentent désespérément de fournir une aide plus avant, et ce après avoir connu de graves restrictions du fait du conflit. Mon organisation, qui est présente dans différents secteurs, y compris dans le secteur de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation, de l'aide juridique, et qui fournit également des abris, a enfin pu faire entrer 13 camions d'aide humanitaire à Gaza la semaine dernière, et ce, après des mois de tentatives avortées. Et nous tentons d'acheminer 4500 palettes de biens essentiels supplémentaires à Gaza au cours des prochains jours. Toutefois, les attaques contre les convois humanitaires continuent de nous préoccuper, en particulier dans les zones à haut risque, notamment dans la bande entre le point de passage de Kerem Shalom et la zone de Shokat as-Soufi. Le 22 janvier, un incident de pillage considérable a eu lieu. Cet incident a entravé les efforts d'acheminement de l'aide humanitaire, puisqu'un groupe criminel s'était emparé de 7 camions acheminant de l'aide humanitaire à proximité de Kerem Shalom, blessant un chauffeur lors de l'enlèvement. Ensuite, un autre camion a été pillé à quelques mètres de nos locaux. Grâce à des mesures rapides prises par la police, les camions ont pu être protégés, les dégâts ont pu être minimisés. Les organisations humanitaires continuent de se heurter à des difficultés administratives, bureaucratiques,
et cela inclut des dénis systématiques d'octroi de visas ou des refus d'Israël de renouveler les permis de travail. Le 12 septembre de l'an dernier, le Conseil de sécurité nationale d'Israël a admis devant la Knesset qu'Israël ne délivrerait plus de visa aux employés des organisations non gouvernementales internationales. Ceci semble s'inscrire dans le cadre d'un effort plus généralisé afin de miner les efforts humanitaires dans le territoire palestinien occupé et de limiter toute aide à la population palestinienne. En tant que puissance occupante, Israël a l'obligation juridique de faciliter les opérations humanitaires à Gaza et en Cisjordanie aussi. Monsieur le Président, membres du Conseil de sécurité, à court terme, il s'agira de répondre aux besoins humanitaires urgents et assurer une réponse effective à Gaza. Et nous aurons besoin des choses suivantes pour ce faire. Tout d'abord, un accès plein et sans entrave et la possibilité de faire déplacer les gens et les fournitures, y compris le carburant, du nord vers le sud et inversement. Ensuite, nous aurons besoin de sécurité et protection pour les opérations d'aide. Les autorités doivent mettre en œuvre des dispositions, accords de sécurité robustes pour protéger les opérations d'aide humanitaire, les protéger de pillages et de violences le long des points de passage vers et à partir de Gaza. Les organisations humanitaires doivent avoir la permission de passer en empruntant des options de transport sûres. Des mesures doivent être prises pour garantir la sécurité des travailleurs humanitaires avec des engagements clairs de la part de toutes les parties au cessez-le-feu pour respecter les opérations humanitaires et le personnel. Troisièmement, nous aurons besoin d'une coordination renforcée et d'un mécanisme de surveillance. La communauté internationale doit s'assurer que des mécanismes de coordination orientés vers l'action soient décidés afin de rationaliser la fourniture d'aide et éviter les doublons dans les efforts. Une surveillance internationale accrue sera nécessaire pour garantir un accès continu le long des frontières et points de passage et assurer la conformité vis-à-vis du droit international. Lorsqu'une partie, Israël, contrôle toute aide aux civils de l'autre côté, sans surveillance internationale, et nous le répétons de nouveau, nous courons le risque d'intérêt motivation politique. Toutes les parties au cessez-le-feu doivent rendre des comptes et s'acquitter de leurs engagements avec une communication claire et transparente sur le progrès de l'aide humanitaire et les efforts de reconstruction. Quatrièmement, nous aurons besoin d'un soutien financier et opérationnel en toute urgence pour accroître la réponse humanitaire. Un financement immédiat, flexible, prolongé est essentiel pour répondre aux besoins humanitaires croissants et pour intensifier notre réponse à Gaza. Les autorités israéliennes doivent permettre le flux prévisible et sûr de liquidités à Gaza pour permettre aux organisations humanitaires de mettre en œuvre les programmes d'assistance, d'aide sous la forme de liquidités afin de leur permettre de verser les salaires du personnel et de fournir en biens et services essentiels. Seules 2 filiales de la Banque de Palestine devraient rouvrir et aucun cadre sécuritaire clair n'a été prévu pour la circulation et l'injection de liquidités. Alors que tout ceci se produit à Gaza, nous sommes également alarmés par la situation de la violence dans toute la Cisjordanie. Les opérations militaires israéliennes et les attaques des colons se sont intensifiées, menant à une insécurité généralisée, au déplacement et à des restrictions considérable de la liberté de circulation des Palestiniens. L'opération militaire israélienne, mur d'acier, lancée dans le camp de réfugiés de Jenin le 21 janvier, a déjà eu des conséquences humanitaires graves. Et nous observons les mêmes agissements avec un recours à la force disproportionné et illicite en Cisjordanie, comme nous l'avons vu à Gaza avant le cessez-le-feu. En conclusion,
ce cessez-le-feu à Gaza est extrêmement fragile, bien que nous en félicitions. Alors que les négociateurs abordent et entament des négociations sur les phases suivantes de l'accord, il est essentiel que la communauté internationale continue d'exercer de la pression sur les décideurs politiques israéliens et palestiniens. Nous avons besoin également de pression plus importante, plus unie, plus cohérente, plus affirmée pour les progrès de la négociation, des engagements de la part des États-Unis, de l'Union européenne, des États arabes essentiels tels que l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite. Au vu de la nature fragile de l'accord cessez-le-feu à Gaza et le potentiel d'une plus grande violence en Cisjordanie, nous devons placer toute notre énergie, nos efforts dans un règlement pacifique à la question palestinienne, conformément au droit international. L'Assemblée générale de l'ONU a prévu plusieurs mécanismes internationaux essentiels pour s'attaquer à cette question, y compris une réunion de haut niveau rassemblant les parties contractantes aux signataires des conventions de Genève en mars 2025 et une conférence internationale en juin 2025 pour mettre sur pied un plan relatif à la mise en œuvre de la solution à deux États. En conclusion, il ne peut y avoir de paix durable sans une solution pérenne, prenant en compte les causes profondes du conflit. Quant à la population de Gaza, les Palestiniens en Cisjordanie et la population israélienne, ils méritent tous une paix juste et pérenne. Je vous remercie, Monsieur le Président.